Le 2 janvier 2025, à 7 heures précises, la Maison-Blanche reçoit l'alerte qu'aucun empire ne voudrait entendre. Un document classifié, marqué urgence niveau 1, tombe sur la table du bureau ovale comme un coup près. Le dollar a perdu 10,8% de sa valeur en seulement 6 mois. Les mains tremblent. Le visage du président se crispe. Il ne s'agit plus d'inflation ni d'un mauvais trimestre. C'est le symptôme d'une hémorragie que plus personne ne peut cacher. Au même instant, alors que Washington encaisse le choc dans un bureau sans fenêtre, à Pékin, 3 économistes de la Banque populaire de Chine scellant un rapport interne. La phase finale a commencé. Ce qui paraissait impossible, l'effondrement du dollar comme pivot du système financier mondial, n'est plus une théorie apocalyptique. C'est une opération en cours, silencieuse, irréversible et létale. À midi, sur le parquet de Wall Street, l'alerte se transforme en un éclat rouge sur les écrans de Marcus Green, un jeune cambiste. Son logiciel enregistre des mouvements étranges de yens et de francs suisses qui s'enfuient vers des refuges sûrs. Marcus tente de se convaincre qu'il s'agit d'un simple ajustement temporaire. Mais en baissant les yeux vers son café déjà froid, il comprend que le pire début d'année depuis 1973 vient de commencer avec la force d'une avalanche silencieuse. Dans un bureau adjacent, sa supérieure ordonne de revoir l'exposition aux bons du Trésor à 10 ans. Chaque point de base de hausse des rendements équivaut à des milliards supplémentaires que le gouvernement devra payer. Et le budget fédéral se vide depuis des décennies. 3 jours plus tard, la nouvelle ne prend qu'une minute aux journaux télévisés. Les présentateurs prononcent des mots comme volatilité, cycle de correction, ajustement technique. Pourtant, à 1800 km de là, dans une scierie de l'Iowa, le responsable des achats découvre que l'acier importé coûtera 4% de plus ce mois-ci. La marge bénéficiaire de l'entreprise est si mince que chaque centime d'augmentation peut transformer les bilans en papier mouillé. Dans une clinique rurale du Missouri, le médecin-chef calcule comment la hausse des prix des médicaments fabriqués en Europe affectera un budget déjà exsangue. Aucun de ces témoignages n'apparaît dans la presse nationale, mais les fondations de la consommation américaine commencent à se fissurer. Le 15 janvier, une délégation d'économistes chinois atterrit à Davos. Ils ne font pas de déclarations tonitruantes, ils se contentent de sourire, d'écouter et de prendre des notes. Cette même nuit, dans la suite d'un hôtel suisse, leur porte-parole écrit un message chiffré au ministère du Commerce à Pékin. Le consensus européen sur une diversification des réserves n'est plus un tabou. Le lendemain matin, l'équipe passe un appel de 30 secondes et confirme la vente de 1100 millions de bons du Trésor exécutés via une banque d'investissement de Singapour afin de passer inaperçu. Le goutte-à-goutte reprend avec la régularité d'un sablier. Le 27 janvier, dans les sous-sols de Fort Knox, un garde vétéran effectue sa ronde nocturne et, sans le savoir, parcourt les couloirs contenant la plus grande accumulation d'or américain. Il ignore qu'à Shenzhen, un cargo battant en pavillon libérien décharge discrètement des lingots suisses étiquetés comme composants électroniques. Le poids total dépasse les 200 tonnes, mais seules quelques hautes sphères connaissent la véritable destination de cette cargaison. Renforcer les réserves chinoises qui, officiellement, dépassent déjà les 2300 tonnes. Les rumeurs suggèrent que la réalité est bien plus élevée grâce à des achats hors bilan. Le 4 février, Donald Trump convoque une réunion extraordinaire avec son équipe commerciale. Sur la table reposent des sarrambos, des cartes avec des flèches rouges décrivant tarifs douaniers, représailles et accords gelés. Le président vocifère que la Maison-Blanche ne sera pas l'otage de Pékin, mais son conseiller à la sécurité nationale signale un chiffre accablant. Rien que ces 8 dernières semaines, la Chine a réduit son exposition à la dette américaine de plus de 30 milliards. Si la tendance se poursuit, le marché devra absorber ces titres en augmentant les taux ou en acceptant que le dollar ne mérite plus son ancienne prime de sécurité. Aucune de ces deux voies n'est politiquement viable en année d'élection législative. Le 16 février, la Réserve fédérale publie un rapport technocratique sur les pressions inflationnistes. Entre les lignes figure un détail qui échappe au grand public. Les banques centrales asiatiques n'achètent plus la dette américaine au même rythme qu'avant. Elles renforcent plutôt leur position en or et en devises régionales. Le rapport recommande de surveiller l'impact sur la courbe des rendements. Mais hors de ces murs, la réalité s'en charge déjà. Cette même semaine, le Trésor met aux enchères 30 milliards en bons à 6 mois, au taux le plus élevé depuis la Grande Récession. Le 28 février, à Omaha, Nebraska, un fermier règle la radio de son tracteur et apprend que les engrais importés coûteront 5% de plus. Ces machines sont financées par des prêts indexés sur le taux du Trésor. Chaque hausse de taux menace de ruiner sa récolte avant même les semailles. Pendant ce temps, à 13 000 km de là, un fonds souverain du Moyen-Orient vend des positions en bons du Trésor à 30 ans
et achète des obligations d'entreprises japonaises notées AAA. Le gestionnaire explique à ses collègues qu'il préfère 10 ans de rendement stable plutôt que le risque de défaut politique à Washington. Le 9 mars, dans la salle de presse de la Banque centrale européenne, la présidente annonce un programme d'investissement dans les infrastructures vertes qui attire des capitaux massivement. Les analystes internationaux remarquent que ce flux provient en grande partie de fonds américains liquidant leur position dans la Silicon Valley pour monter dans le train européen. Une start-up d'énergie solaire à Valence reçoit une levée de fonds menée par un ex-cadre de Seattle. Il confie à la presse locale qu'il doit se diversifier hors du dollar avant que la tempête ne devienne un ouragan. Le 22 mars, au siège du Fonds monétaire international, un comité examine un mémorandum confidentiel avertissant. Si les rendements de la dette souveraine américaine dépassent 5%, le service annuel équivaudra aux dépenses totales de défense et au budget combiné de Medicaid et Medicare. La projection effraie même les fonctionnaires les plus aguerris. Ils décident de faire fuiter un résumé anonyme à 2 journalistes financiers londoniens. L'article paraît une semaine plus tard et provoque la plus forte chute intrajournalière du S&P en 2 ans. Les titres des journaux parlent de « ski sur le fil du rasoir ». Le 4 avril, à Pékin, une réunion à huis clos du Comité de la réforme et du développement aboutit à un plan visant à accélérer la vente du reste des 757 milliards de dollars en bons du Trésor encore détenus. Le vice-président de la Banque centrale souligne que chaque tranche de 10 milliards liquidés libère des ressources pour des projets de l'initiative La Ceinture et la Route en Afrique, désormais financés en yuan s'adosser à des swaps hour. Le cercle se referme. Ils vendent la dette américaine, achètent de l'or, émettent du crédit en yuan et consolident leur influence géopolitique. Le 12 avril, CNN diffuse un court reportage sur les achats massifs d'or par la Chine. Le présentateur mentionne 80 tonnes par mois, mais personne n'explique que le volume réel pourrait dépasser 100 tonnes grâce à des acquisitions triangulées. Wall Street réagit rapidement. L'or franchit une résistance et atteint des niveaux jamais vus depuis la crise financière mondiale. Les hedge funds rééquilibrent leur portefeuille pour ne pas manquer le rallye, ce qui fait encore grimper la cotation et crée un effet boule de neige. Le 28 avril, le New York Times publie un portrait de familles fortunées obtenant la citoyenneté portugaise, grecque ou maltaise. Depuis 2020, la demande a augmenté de 1000%. Le journaliste interviewe une banquière privée qui confirme l'exode. Nos clients craignent un impôt sur la fortune improvisé ou des contrôles de capitaux si la situation s'aggrave. Cette même nuit, un lobby financier de Washington présente un projet de loi visant à taxer les transferts supérieurs à 10 millions de dollars envoyés à l'étranger. Le marché interprète ce geste comme un signe de désespoir réglementaire. Le 7 mai, à Tokyo, le Nikkei enregistre sa 11e semaine consécutive d'entrée nette de capitaux étrangers. Économie stable, inflation maîtrisée et réforme de gouvernance d'entreprise font du Japon un sanctuaire pour les capitaux fuyant la volatilité américaine. Un groupe de gestionnaires de Chicago assiste à un déjeuner d'affaires d'IA à Shibuya pour finaliser l'achat de participations majoritaires dans des sociétés technologiques japonaises. L'un d'eux plaisante, quand ta maison brûle, tu cherches un hôtel avec une bonne assurance incendie. 19 mai. À Francfort, l'autorité bancaire européenne présente des données montrant que les fonds domiciliés au Luxembourg ont attiré 60 milliards d'euros depuis le début de l'année, soit le triple par rapport à la même période précédente. Le rapport révèle que plus de 50% proviennent de comptes américains. De l'autre côté de l'Atlantique, un sénateur proteste devant les caméras. L'Europe nous pille chez notre liquidité. Mais les stratèges en investissement rappellent que l'argent ne suit pas les drapeaux, il suit les certitudes. 1er juin, la télévision d'État chinoise diffuse un reportage sur la première transaction pétrolière réglée entièrement en yuan, adossée à des contrats en or. La vidéo montre un super pétrolier changeant de cap dans le détroit d'Ormuz pour se diriger vers le port de Ningbo. À Houston, un opérateur de contrats à terme sur le West Texas Intermediate observe comment l'écart de prix se réduit, les acheteurs asiatiques payant moins en dollars et davantage dans leur propre monnaie. Le pétrodollar, pierre angulaire de l'hégémonie américaine depuis 1974, se fissure 17 juin. Les courtiers de Wall Street forgent presque spontanément une expression qui devient virale dans les discussions internes. C'est la grande vente de l'Amérique. Cette semaine-là, les fonds américains enregistrent des sorties nettes de 9 milliards, tandis que le Japon attire 4 milliards 500 millions et l'Europe un peu plus de 3 milliards. Bank of America publie une note interne recommandant à ses clients institutionnels de réduire leur exposition au high yield américain et de privilégier le crédit européen de qualité investissement. Le même jour, la banque annonce qu'elle doublera ses effectifs à Francfort et à Milan. Ce n'est plus une couverture tactique mais un réalignement stratégique. 29 juin.
À Wichita, Kansas, une usine de jets privés annonce des licenciements, le coût des intrants et la baisse des commandes d'entreprises rendant la production intenable. À Shanghai, le conglomérat aéronautique Comac apprend qu'un hedge fund de Boston finance son prochain agrandissement d'usine au lieu d'investir dans Boeing. Le directeur financier explique que l'instabilité politique américaine effraie les assureurs de risque. 12 juillet, le cabinet Gallup publie un sondage dévastateur. Plus de la moitié des citoyens pensent que leur situation financière personnelle se détériorera au cours des 12 prochains mois. Seul un tiers croit que l'économie se rétablira avant 2027. Le pessimisme s'infiltre dans la vie quotidienne. À Baltimore, une professeure d'université annule ses cours d'été pour travailler des heures supplémentaires dans un hôpital, craignant que son fonds de pension publique ne devienne insolvable. Elle n'en parle pas sur les réseaux sociaux, pensant qu'il s'agit d'un problème privé, sans savoir que des millions partagent la même angoisse. 26 juillet, la Réserve fédérale convoque une conférence de presse extraordinaire. Le président de la Banque centrale évoque la baisse de la demande étrangère de Treasuries et reconnaît que des scénarios défavorables sont surveillés. Cette nuit-là, les réseaux Bloomberg et Reuters propagent une rumeur selon laquelle la Fed a étudié un plan d'urgence pour acheter directement des obligations si le marché primaire se bloque. La simple mention de la monétisation provoque une vente massive du dollar sur les marchés asiatiques. À Sydney, la paire AUD-USD grimpe de près de 2% en quelques heures. 8 août. À Bruxelles, la Commission européenne lance le Fonds de sécurité énergétique, financé en partie par des capitaux américains fuyant la volatilité du fracking domestique. Les agences de notation attribuent une perspective stable. Le projet enthousiasme des investisseurs qui, il y a peu, considérèrent l'Europe comme un cimetière de croissance. Pendant ce temps, et au Texas, 2 compagnies pétrolières de taille moyenne déclarent de faillite. Victime de la combinaison toxique d'une dette coûteuse et d'un prix du brut affaibli par la faiblesse du dollar. 19 août. Un document du Pentagone divulgué à la presse révèle que si les taux d'intérêt franchissent un certain seuil, il est prévu de réduire les manœuvres dans l'Indo-Pacifique et de suspendre les renouvellements de flotte. Les gros titres parlent d'une armée au bord de la ceinture. Les marchés européens de la défense s'envolent. La Suède et la Finlande signent des contrats de modernisation de sous-marins, financés avec des euro-obligations dont le coupon est inférieur à celui du Treasury. C'est la parabole d'une superpuissance qui dépense plus, mais obtient toujours moins de sécurité relative. 31 août. Le Trésor met aux enchères de la dette à 30 ans avec la plus faible demande internationale depuis la crise financière. Pour couvrir le déficit, il offre un rendement historiquement élevé. 50 minutes plus tard, Moody's avertit d'une possible dégradation de la note si la trajectoire de la dette n'est pas corrigée. L'écho du communiqué secoue le marché hypothécaire et fait grimper les taux à une vitesse record. À Phoenix, un jeune couple reçoit la notification que son prêt, fixe à 20 ans, sera refinancé à un taux insoutenable. Leur maison de rêve s'évapore. 15 septembre. À Kuala Lumpur, les ministres des Finances de l'ASEAN approuvent une feuille de route pour utiliser des monnaies locales adossées à l'or dans le commerce intérieur. Le communiqué mentionne la volatilité extra-régionale et les risques d'une réserve unique. Les États-Unis protestent officiellement, mais les ministres des Affaires étrangères répondent que chaque nation est libre de se protéger. À New York, la bourse réagit par un effondrement du secteur bancaire. Marcus Green, ce jeune opérateur, voit sa société liquidée à perte des positions qu'elle avait juré de conserver jusqu'au prochain cycle, 6 mois plus tôt. 1er octobre, la Banque populaire de Chine annonce des réserves officielles de 2500 tonnes d'or. Les analystes indépendants estiment plutôt 3000. Le marché comprend que chaque nouvelle once achetée réduit l'appétit pour la dette américaine. Les rendements s'envolent et la courbe des taux se redresse. La Maison-Blanche convoque une réunion d'urgence avec les dirigeants du Congrès. On discute de la possibilité de réduire les dépenses discrétionnaires. Les négociations s'enlisent dans des querelles partisanes. Pendant ce temps, un maire de Detroit suspend un programme de cantine scolaire faute de fonds fédéraux. 12 octobre. Un journaliste d'investigation découvre que plus de 100 milliards ont quitté les fonds américains pour l'Europe depuis le début de l'année. L'article cite des sources de Bank of America révélant des projets de faire de sa filiale londonienne le centre névralgique du trading mondial. Dans le même temps, JP Morgan rénove ses bureaux à Paris et se prépare à émettre de la dette en euros. Le transfert des talents financiers illustre l'image d'un empire qui perd du terrain au vu et au su de tous. 24 octobre. L'indice du dollar tente de rebondir après des rumeurs de baisse des taux, mais l'inflation sous-jacente ne faiblit pas suffisamment. La Fed se retrouve piégée.
Baisser les taux alimenterait la hausse des prix et minerait sa crédibilité, les maintenir élevés asphyxierait le trésor. Dans un blog d'économistes, quelqu'un compare la situation à celle d'un avion qui a perdu de la puissance et ne peut ni monter ni descendre sans risque de s'écraser en piqué. La métaphore se propage plus vite que n'importe quel discours officiel. 3 novembre. Reuters rapporte la plus grande sortie hebdomadaire de bons du Trésor depuis 2020. L'or, malgré une légère correction, reprend sa tendance haussière. À Genève, un gestionnaire de patrimoine du Moyen-Orient confesse que sa plus grande crainte est un contrôle des capitaux obligatoire aux États-Unis. Il a instruit ses clients de diviser leurs avoirs entre francs suisses, dettes d'entreprises allemandes et lingots dans des coffres forts au Liechtenstein. Cela semble extrême, mais la méfiance se paie. 15 novembre. Dans les couloirs de l'ONU, des délégués africains commentent que leur banque centrale envisage de remplacer une partie de leurs réserves en dollars par des yuans. Des officiels américains font pression en privé, arguant que cette mesure affaiblirait l'aide au développement. Mais les diplomates africains répliquent qu'ils ont déjà trop souffert quand le dollar se refroidit et que leurs économies attrapent une pneumonie. 28 novembre. Le Black Friday, symbole du consumérisme patriotique, enregistre une baisse des ventes de plus de 15% par rapport à l'année précédente. Beaucoup imputent cela à l'inflation, d'autres à la perte de pouvoir d'achat causée par le dollar affaibli. Quoi qu'il en soit, le thermomètre social confirme une fièvre que même la publicité massive ne peut faire baisser. 19 décembre. Le Trésor lance une vente aux enchères extraordinaires pour couvrir les dépenses de fin d'année. La demande intérieure à peine suffit à l'absorber. Les grandes banques agissent par patriotisme, mais exigent un rendement qui fait trembler les comptables fédéraux. Une agence de notation place les États-Unis en perspective négative, ce qui était impensable il y a une décennie. 31 décembre. La boule de cristal tombe à Times Square devant un public moins nombreux que d'habitude. Un journaliste de la télévision publique résume l'année comme le moment où le dollar a cessé d'être la seule pierre solide du système financier international. À Shanghai, un banquier observe les feux d'artifice sur le bond des souris. Il sait que chaque fusée qui explose symbolise l'ascension d'un nouvel ordre monétaire multipolaire. À Genève, un gestionnaire américain trinque au champagne suisse aux gains inattendus que l'Europe lui a offerts. Il parle de déménager définitivement à Zurich. À Des Moines, l'agriculteur qui craignait la faillite constate que son prêt est devenu impayable. Il décide de vendre la moitié de ses terres ancestrales pendant que son fils aîné planifie d'émigrer au Canada. Ainsi se termine une année qui a commencé par une donnée technique et s'est conclue par un séisme systémique. Une année où la pierre angulaire de l'économie mondiale, le dollar, a montré des fissures qui ont obligé à tout repenser. Du financement du déficit américain à la géostratégie du Moyen-Orient, de la vie quotidienne d'une famille de l'Ohio aux réserves d'or dans les chambres fortes de Pékin. Reste la question essentielle. Washington pourra-t-il reconstruire la confiance perdue avant que la marée ne se retire complètement ? Ou assisterons-nous à la naissance irréversible d'un ordre financier post-américain ? Si ce récit t'a paru révélateur et que tu veux comprendre chaque étape du futur qui s'annonce, soutiens la chaîne avec un j'aime et abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode de cette tempête économique mondiale.